Bonsoir, je me présente. Je suis membre du barreau du Québec depuis 2004. Je possède deux diplômes en droit, le premier de l'Université de Kiev en Ukraine, puis le deuxième de l'Université de Montréal, puis je pratique uniquement en immigration depuis 2004. Vous m'entendez bien, Stéphane? Est-ce qu'il y a tout Oui, c'est parfait, c'est son? parfait. 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 Donc, je fais partie également de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Donc, je reçois des séminaires, des renseignements réguliers aussi de l'Acadie. C'est l'abréviation pour l'association. C'est l'Acadie. J'imagine que vous en avez entendu parler également. On faisait beaucoup de pression sur le gouvernement concernant ce nouveau programme également. Le programme est ouvert depuis jeudi passé. Puis, de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement d'un visa de visiteur. Donc, c'est un autocollant qui est mis dans le passeport ukrainien afin que la personne puisse voyager au Canada. C'est pas une fiche, c'est pas un document là, format lettre, c'est vraiment un autocollant qui sera émis, qui va permettre à la personne de prendre l'avion puis de se rendre au Canada. Nous, on se demandait au début, ça va ressembler à quoi cette autorisation, le nouveau programme instauré pour les Ukrainiens. On se dit peut-être le visa va être carrément annulé. Il n'y aura plus de demande de visa. Mais l'IRCC a décidé de garder l'exigence d'avoir un visa valide pour chaque citoyen d'Ukraine, malgré le fait qu'on est dans l'état de guerre. Comme vous le savez peut-être déjà, il y a des pays qui sont exemptés d'exigence de visa. Il y en a d'autres pays qui ont besoin d'un visa pour venir au Canada. Donc, l'Ukraine faisait toujours partie de la liste des pays qui ont besoin d'un visa. C'est quoi la différence? Donc, la différence, par exemple, si on prend quelqu'un qui vient de l'Italie ou de la Grèce ou de la France, ils rentrent dans le site web d'immigration, ils mettent leur nom, leur prénom, date de naissance, ils répondent à quelques questions très simples. Est-ce que vous étiez trouvé coupable? Est-ce que vous étiez déjà résident permanent du Canada? Et puis, 15 minutes, les questions se terminent et la personne reçoit une autorisation électronique pour voyager. Donc, ça s'applique pour tous les pays qui n'ont pas besoin de visa. Effectivement, c'est ça que le Congrès ukrainien exigeait du gouvernement du Canada, simplement et purement annuler l'exigence de visa pour que les gens puissent obtenir l'autorisation par courriel, puis se rendre prendre l'avion, éviter tous les papiers, toute la bureaucratie. C'est ça qu'on demandait, nous aussi, l'Acadie, l'Association des avocats et avocates en droit de l'immigration. Ça n'a pas été accepté. Le gouvernement nous a dit que ce n'est pas possible, ça prend plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Et en plus, on va faire l'examen sécuritaire, les vérifications sécuritaires, puis on veut aussi prendre les données biométriques avant que les gens viennent et prennent l'avion. Donc, l'exigence de visa a été retenue pour l'Ukraine. Qu'est-ce qui est spécial, par contre, dans le nouveau programme qui existe depuis le 17 mars, puis qui s'appelle l'autorisation, je ne peux pas descendre, l'autorisation de voyage L'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, AVQ. On parle d'AVQ. AVQ, c'est beaucoup plus simple que prononcer tous ces mots-là ensemble, AVQ. C'est une demande qui est faite on ouvre le compte sur le site web d'immigration fédérale. C'est la seule façon de créer ce genre de demande. On ouvre un compte et on choisit ce programme parmi toutes les options qui sont disponibles. Il y a une option d'un visa de visiteur, il y a une option de visa d'études, puis le nouveau programme AVQ se trouve comme option pour les gens qui se trouvent à l'extérieur du Canada pour qu'ils viennent. J'ai rempli quelques-unes. J'ai rempli pour un enfant en bas de 18 ans, puis j'ai rempli pour les gens qui ont plus que 18 ans, donc pour des adultes.
Pour un enfant, je dirais, ça prend à peu près 3 heures de questions-réponses interactives. Imaginez-vous, vous vous souvenez, quand on voyage puis on utilise l'appli ArriveCan, on doit remplir de façon interactive, questions-réponses, on choisit, on remplit les renseignements, on joue des documents. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, sauf il y a beaucoup plus de questions. Donc, pour les enfants, c'est assez simple. On doit donner les renseignements pour les parents, leur occupation, leur adresse. Pour l'enfant, l'historique de citoyenneté, de résidence, de voyage. Et joindre beaucoup de documents pour les parents. Pour l'enfant, en effet, l'enjeu principal était le consentement. Le consentement de l'autre parent qui n'accompagne pas. Comme vous le savez bien, les hommes entre 18 ans et 60 ans ne peuvent pas quitter l'Ukraine sauf certaines exceptions. Et les hommes, à ce moment-ci, normalement, ont besoin de venir auprès d'un notaire en Ukraine puis donner une autorisation parentale notariée permettant à l'enfant de voyager au Canada avec juste la mère de l'enfant. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est vraiment un enjeu. Là où il n'y a pas de combat actif, les notaires sont ouverts. Donc, mes clients arrivent à aller chez un notaire puis prendre l'autorisation notariée. Donc, tout va bien. C'est ça qui était mon cas à moi. Moi, j'avais en effet un jugement de la Cour qui a privé la mère de l'autorité parentale. Donc, moi, j'ai mis le jugement en remplaçant l'autorisation parentale. Et je n'ai pas reçu d'autres demandes de documents, tout était bien. Mais dans la plupart des cas, il y a un père qui doit donner le consentement. Donc, je pense que vous allez avoir beaucoup de monde qui va demander, mais qu'est-ce que je fais? Je veux faire venir ma soeur en Europe avec son fils ou sa fille. Comment faire pour avoir l'autorisation parentale? Le père habite quelque part où il y a des combats actifs, il n'y a pas de notaire disponible, il n'y a rien là. Donc, qu'est-ce que je suggère? On ne sait pas encore si ça va fonctionner, mais c'est ça qu'on suggère, la communauté juridique. On suggère d'écrire même à la main l'autorisation très précise avec le nom, la date de naissance de l'enfant, du père, puis permettre à la mère d'amener l'enfant au Canada pour être en paix, en sécurité. Donc, remplacer la déclaration notariée par une déclaration faite à la main, idéalement en anglais ou en français, parce que si le père ne comprend pas ni l'un ni l'autre, il faut que ça soit traduit par la suite. Un autre point important, il est suggéré à mettre le numéro de téléphone du père pour que, si jamais l'immigration vérifie, il puisse l'appeler et de signer à la main cette autorisation. En plus, c'est très important d'ajouter le passeport du père. Comme ça, l'immigration vérifie la signature sur le passeport du père et la signature sur la déclaration. Sinon, c'est n'importe quoi qui peut rédiger la déclaration et dire « Ah, c'est le père qui l'a faite ». Donc, idéalement, c'est ça le processus pour remplacer l'autorisation parentale notariée. C'est bien rédigé et je pense que c'est là où les organismes ici peuvent aider aux familles qui demandent leur aide, peut-être d'avoir un exemplaire type, une lettre type, qui va simplement mettre toutes les données avec le numéro de téléphone, la signature et tout. Puis moi, je ne sais pas si... On va voir avec le temps si l'immigration commence à accepter les déclarations signées à la main, manuscrites avec le passeport. Il nous a dit qu'il sera flexible au maximum. Je pense que si on explique que je me trouve à telle ville où les combats sont actifs, il ne va pas demander d'autres choses. Mais j'imagine si le père produit une déclaration de Lviv, où il n'y a pas de combat actif, il me semble que ça ne sera pas accepté parce qu'il n'y a pas de problème d'aller voir un notaire puis de notarier l'autorisation parentale. Donc, la question va être de savoir où est le père,
là où ils sont, où il y a des combats, où il n'y a pas de combat, et aller avec ça. Puis, je pense qu'on va avoir aussi des cas où le père n'est pas trouvable, où il est en guerre, il est dans l'armée, par exemple. Donc, il est même impossible pour lui de signer quoi que ce soit. Ce qu'on suggère, encore une fois, on ne sait pas encore si ça sera accepté ou pas, mais l'immigration fédérale nous permet d'être flexible. On suggère de faire une explication de la mère de l'enfant. Au lieu de consentement parental, j'aimerais vous expliquer ceci, ceci, ceci. Une explication, encore une fois, avec un numéro de téléphone, avec une signature. J'ai un cas spécifique où une femme avec son enfant est sortie de l'Hongrie cette semaine en ayant en main uniquement la déclaration notariée pour l'Europe. Puis ça fonctionnait pour faire venir l'enfant au Canada. L'ambassade du Canada a donné le visa à cette famille-là, même s'il n'y avait pas d'autorisation parentale spécifiquement pour le Canada. Donc, je vois déjà que leur mot tient. Ils ont dit qu'ils vont être flexibles, ils sont flexibles, ils étaient flexibles dans ce cas-ci. Je pense que je vais prendre peut-être des questions pour l'autorisation parentale. Il y avait deux questions. Oui. La première, à savoir si le document notarié doit être traduit. Je crois que vous y aviez répondu en disant que c'était mieux. OK, c'était mieux de le faire traduire. Ce n'est pas écrit nulle part. Est-ce qu'on donne des traductions? On ne donne pas de traduction. Mais pour tout autre programme, quoi que ce soit la nature de la demande, même pour une demande d'asile au Canada, on donnait toujours les traductions. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver avec les demandes des gens qui ne produisent pas de traduction. Je n'ai aucune idée. Est-ce que ça va ralentir le processus parce que l'immigration serait obligée d'attendre à ce que quelqu'un qui parle l'ukrainien vérifie tous les documents? Ou est-ce qu'il va simplement faire des demandes par la suite qui vont demander des traductions? On ne sait pas pour l'instant. Je suggère à tout le monde de faire les traductions. Puis à ne pas oublier, la traduction n'a pas à être faite par un membre de l'OTIAC, par le membre de l'Ordre du Québec des interprètes et des traducteurs. Ce n'est pas nécessaire. Je remarque que pour les demandes temporaires telles que le visa de visiteur, il y avait toujours de la flexibilité au niveau des traductions. Donc, en notant que ça a l'air crédible, que c'est signé, idéalement étampé. À la fin, la personne qui fait la traduction pourra dire que j'affirme que je possède la connaissance, une bonne connaissance d'anglais ou de français, puis que j'ai fait traduire le document de cette langue à cette langue, quelle date, quel signe, s'il y a un témoin ou un notaire, ben, tant mieux. Ça va être accepté toujours si la traduction est notariée. Mais pourquoi pas pour nous, hein, les organismes se trouvent ici, j'imagine les gens qui vont venir vous voir, ils sont ici. Donc, j'imagine c'est possible de scanner les documents par téléphone, par exemple, puis quelqu'un dans votre organisme ou dans d'autres organismes qui sera capable va faire des traductions pour ces gens-là, justement pour sauver du temps, pour ne pas avoir des demandes de renseignements. Puis ça ne prend pas une foule de documents, ça prend quelques documents, la déclaration, le certificat de naissance de l'enfant, par exemple. Ce n'est pas une foule de documents qu'il faut faire traduire. Donc, je me demande si peut-être il y a une possibilité de faire les traductions ici au Canada pour ceux et celles qui ont de la famille ou des amis qui viennent vous voir. Il y avait aussi une question à savoir si il existait un modèle ou un exemple pour la déclaration, ou si vous en aviez un. Oui, donc pour la déclaration, j'en ai une qui est donnée par les notaires, se trouvant en Ukraine, parce qu'ils ont leur propre lettre type. Mais si on ne va pas chez un notaire, on peut utiliser
On peut utiliser la formule COMPRA. Je pense que j'ai pris une sur le site web de l'Agence frontalière du Canada, une lettre type qu'on utilise quand on voyage avec nos enfants aux États-Unis ou n'importe où. En même temps, je vais parler avec Justice Pro Bono. Peut-être on va s'arranger d'une déclaration parentale type qu'on peut partager. Ça sera une bonne idée. Ouais. Oui, de partager. Ils sont dans l'assistance, justement. Et sinon, exact. Oui. La Je question... vais parler à Justice Pro Bono pour avoir une lettre type qu'on peut facilement utiliser, juste mettre le nom de père, le nom de l'enfant, les dates de naissance. Est-ce que la déclaration doit être originale ou imprimable si le père prend une photo? Ben, parce que la demande est faite en ligne, on fait des photos ou des scans, puis on dépose ça de façon électronique. Donc, personne n'a besoin d'envoyer les originaux en Europe. Là, on va simplement faire sur un bout de papier, même à la main, s'il n'a pas d'imprimante. Il va écrire tout ce qu'il faut écrire, il va faire une photo, puis il envoie ça à la mère de l'enfant. Et nous, on peut traduire ici au Canada, par exemple, si possible, à la mesure du possible. Prendre la question de Alina, qui a la main levée depuis quelques moments. Oui, bonjour. J'ai une cliente ukrainienne qui fait la demande pour plusieurs membres de la famille. Premièrement, est-ce que c'est normal si elle le fait à partir de Canada en complétant pour eux parce qu'aucun membre de la famille ne parle français ou anglais? Oui, elle peut le faire en notant qu'elle dit oui. Je suis représentante de cette famille sans frais. Puis il va y avoir un formulaire qui va sortir et les membres de famille sont supposés de signer le formulaire de représentation sans frais. OK. Elle a fait ça. Elle a coché qu'elle représente la famille en donnant son numéro de téléphone, adresse, tout d'ici. Pour le moment, 2 membres de la famille ont reçu l'invitation pour passer la biométrie. Maintenant, il se pose la question, les 2 membres de la famille qui ont reçu cette invitation, avec une lettre d'instruction pour la collecte de données biométriques, sont en Ukraine. Je pense qu'on va adresser les choses. Oui, la biométrie, on va se rendre là-bas, puis on va traiter de tout pour la biométrie. Est-ce que vous pouvez garder votre question? Oui. Pour l'instant, je pense qu'il y a plus de questions pour les déclarations parentales. Est-ce que c'est... Il y avait, c'est par rapport à des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Est-ce qu'il faut que les 2 parents signent une déclaration? Oui, parce que c'est ça, la problématique de donner l'autorisation parentale s'applique à chaque parent qui n'accompagne pas l'enfant. Donc, pour chaque parent qui n'accompagne, il faut la déclaration. Mais je dois vous dire aussi, en Ukraine, il y a beaucoup de certificats de naissance qui ont, par exemple, un tiré là où il y a un père qui doit être indiqué. Donc, regardez s'il y a un père qui est indiqué dans le certificat de naissance. S'il y en a un, à ce moment-ci, ça prend la signature de 2 parents. Il y avait eu aussi une question plus tôt si l'enfant venait d'un orphelinat. Oui. J'allais demander ça. Donc, quelle est la procédure? Vous savez, pour les orphelins, j'ai pas encore une claire idée là, comment les faire venir ici. Il y a tellement d'enjeux parce que normalement, pour les enfants orphelins, il y a un organisme qui a la garde légale. À ce moment-ci, il faudra, d'après moi, là, j'utilise mes réflexes juridiques, chercher une autorisation de l'organisme qui a la garde légale de cet enfant. Donc, il faut que ça soit notarié, la permission, puis il faut aussi trancher la question, est-ce que ces enfants-là seront couverts par la RAMQ? Parce que d'après moi, la RAMQ va être offerte uniquement aux gens qui ont un permis ouvert et membres de leur famille. Par la RAMQ, tu dis la RAMQ, en principe, là, maintenant, depuis l'automne, tous les enfants mineurs qui résident au Québec sont couverts automatiquement par la RAMQ
sans aucune grande victoire là qu'on a gagnée, sans aucun, peu importe Oui, c'est Richard Goldman, je pense, qui a fait la cause. Ouais, Oui, oui, ouais. je me Donc, avec rappelle la loi maintenant, oui. 83, pour les enfants, normalement, ils sont automatiquement couverts, peu importe leur statut. Ouais. Je pense pour les questions, toutes les questions qui touchent les enfants orphelins, il faudra travailler ensemble avec un civiliste qui travaille avec les adoptions. C'est très spécial, très spécifique comme processus. Ouais. Maria, ça répondait à votre question? Oui, merci beaucoup. Parfait. C'est une vieille man. On va prendre les deux dernières questions pour laisser Maître Zahra continuer, mais il y a Fatima et Mariana. Et si vous avez d'autres questions, écrivez-les dans le chat, s'il vous plaît. Donc, Fatima. Question, j'ai oublié maman d'abord, mais j'ai quand même une deuxième partie de la question. Si, par exemple, l'enfant est orphelin, est-ce qu'il n'y a pas un autre formulaire à remplir? Non. OK, merci. C'est le processus standard. Vous voyez, puis je sais qu'il y avait déjà des enfants orphelins qui venaient au Canada il y a quelques ans avec un organisme Grâce des enfants d'Ukraine. C'est un organisme de bienfaisance, Grâce des enfants. Peut-être parler avec elle comment elle a arrangé les questions d'autorité, qui a donné le droit de venir ses enfants. C'était pour un séjour de courte durée. Grâce des enfants. Merci. Oui, j'ai voulu vraiment, là, je ne pense pas que j'ai bien expliqué. Donc, s'il y a une possibilité d'avoir un consentement notarié, nous, ici au Canada, on n'a rien à voir avec comment rédiger le consentement. C'est les notaires en Ukraine qui ont leur propre lettre type. On ne peut pas leur dire quoi mettre dans la lettre et mettre ce que le gouvernement leur dit mettre dans la lettre. Alors, on ne se mêle pas dans ça. Donc, si le client va dire « Oh, il n'y a pas de problème, il y a des notaires qui sont ouverts près de chez moi », le père va y aller, puis il va nous apporter une belle lettre avec des étampes puis tout, il faudra juste le faire traduire. Et ça, c'est toujours accepté par l'immigration au Canada. La lettre typique d'un notaire ukrainien, c'était toujours accepté. On n'a pas de correction à faire, de suggestion à faire. C'est vraiment le meilleur document. Merci. Il y a une autre chose. Je me suis dit que le Barreau du Québec nous a permis de prêter serment de façon virtuelle, donc assermenter les déclarations de façon virtuelle. Si on va voir avec le temps, on va savoir est-ce que l'immigration effectivement accepte les déclarations à la main ou pas. Mais si on voit que ce n'est pas accepté, peut-être ce qu'on peut faire, c'est les avocats ici au Canada peuvent appeler virtuellement le père et prendre le serment sur FaceTime, Viber, Skype, n'importe comment. Parce que moi, j'ai produit ce genre de déclaration pour la Cour fédérale. Ça me prend un affidavit de la personne. Et je fais ça, je connecte avec la personne là-bas là, et la personne me dit oui, je vérifie les renseignements, signature, elle scanne. Je reçois, j'imprime, je mets le timbre, je signe. Donc, voilà une déclaration assermentée. La dernière question pour cette partie-ci sera de Mariana. Oui, en fait, je vais revenir sur la dernière phrase de Natalia avec la sermentation virtuelle. Oui, on faisait beaucoup l'année passée pour les personnes qui voulaient de revenir d'autres pays pour des motifs humanitaires. Donc, ils se rendaient dans leur pays à cause de maladies des parents. Donc, pour ne pas rester dans l'hôtel, ils avaient le droit de signer une lettre. Donc, on faisait ça toujours virtuellement. Donc, ça, c'est possible, c'est sûr. Mais ma question était en fait pour la carte RAMQ. Si vous entrez sur le site du Québec, spécifiquement pour les Ukrainiens, j'ai compris qu'ils vont donner la carte RAMQ à toutes les personnes qui viennent de l'Ukraine. Et ça, c'est de la première journée au Canada.
Donc, je ne suis pas sûre encore, mais c'est ça qui a été écrit sur québec.ca. C'était ma suggestion. J'ai demandé, est-ce que c'est possible d'attacher la RAMQ au passeport et pas au statut de la personne? Mais Stéphane va s'adresser à cette question-là. Peut-être il a plus de réponses que moi. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on nous dit pour le Québec, il y a une entente avec la RAMQ que toute personne ukrainienne qui vienne avec un AVQ et avec un permis de travail sont automatiquement couverts par la RAMQ sans délai de carence dès le premier jour. Là où il y a un flottement, c'est les personnes qui… Puis, Natalia, tu pourrais peut-être parler de l'importance du permis de travail aussi, là, qu'il faut cocher là, sur… C'est que ceux qui arrivent sans permis de travail ou qui sont actuellement en statut de visiteur, là, bon, il semblerait, mais ça reste à être confirmé, qu'il va y avoir une dérogation pour avoir une couverture RAMQ, genre une certaine couverture médicale. Donc, c'est là où on est. Mais l'objectif, je pense, du gouvernement du Québec, c'est vraiment de couvrir tout le monde, tous les besoins médicaux de toutes les personnes qui arrivent, qu'ils soient visiteurs ou AVQistes ou whatever. Oui, oui. Mais l'autre question qui n'est pas encore tranchée, parce que la couverture médicale pour les détenteurs de permis ouverts existe au Québec depuis longtemps. Mais normalement, ça prend aussi la preuve de travail et 3 chèques de paie. Donc, permis ouvert, CSQ, ça s'applique normalement pour les époux et les épouses qui sont parrainés, pour d'autres catégories d'immigrants, mais c'est ça, normalement, lorsqu'on a un permis ouvert, on a besoin aussi de démontrer que la personne a commencé à travailler puis qu'elle a les fiches de paie. Je me demande si le Québec va exiger quand même la preuve d'emploi. Ça va être très pertinent pour les gens âgés. Ça me surprendrait beaucoup, là. Je pense oui, pas, mais je ne peux pas le confirmer, là, mais c'est une excellente question là, qu'on va poser à la RAMQ, là. Ouais. Tout ça, ça devrait être attaché la semaine prochaine. Donc, on peut spéculer là pour l'instant, mais il y a une volonté, je pense, du ministère de l'Immigration et du ministère de la Santé, tout ça, vraiment d'avoir une couverture complète de toutes les personnes qui arrivent et qui sont déjà ici sur des statuts temporaires. Ouais. OK. Donc, on va aller en avant? OK. Je vais vous donner un exemple. Là, je continue à parler de ce premier cas de l'AVQ que j'ai déposé. Je l'avais déposé samedi matin pour la petite là, de 9 ans, puis j'avais une demande de passeport aujourd'hui. Ça a pris 2 jours, donc le week-end, plus 3 jours ouvrables. Alors, 5 jours pour avoir la demande de passeport. Puis la demande de passeport ressemble à n'importe quelle demande de passeport pour les autres visas de visiteurs. Le document, il n'est pas encore livré, mais je sais déjà que ça sera en autocollant, en visa de visiteur, parce que c'est écrit partout sur les explications de l'immigration au Canada, ça sera quand même en visa de visiteur. Ça m'étonnerait si on voit le mot « AVQ » sur l'autocollant. Ça m'étonnerait. Ça sera écrit « visa de visiteur ». Mais on va voir. Le processus, je l'ai trouvé plus lourd. Je dois vous avouer que déposer une normale visa de visiteur, c'est plus facile de faire un visa de visiteur normal que de déposer l'AVQ. Il demande plus de renseignements. Donc, pour prendre en cas d'adulte, j'ai pris à peu près 7 heures pour remplir toutes les questions. Puis, j'avais déjà toutes les réponses d'acier. Il me manquait quelques détails. Je vais vous donner un petit peu une idée de quelles questions il pose. Depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, écrivez sans aucun espace tous vos périodes d'emploi, sans emploi. Et on doit marquer donc le nom de l'employeur, les mois, les années de travail, le type de poste, trouvé dans un bouton qui ouvre, là, il y a plein de choix. Donc, trouver dans le choix, c'est quoi à peu près le travail,
puis les choix sont les sciences pures, les études, le droit. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour chaque emploi, mais ce qui est aussi bizarre, il demande l'adresse de l'employeur. Donc, quand je remplis ça pour les personnes adultes, je me rends sur Internet, puis je cherche les adresses pour chaque employeur parce que je comprends l'ukrainien là. Donc, je trouve la compagnie sur Internet, OK, voici l'adresse, je le mets. Puis, je confirme avec le client, est-ce que c'est bien ça l'adresse? C'était pas facile. Pour les universités, pour les collèges, pour les études, après l'école secondaire, même chose, il faut les adresses de chaque collège, les adresses de chaque université. C'est énorme comme travail, c'est vraiment énorme. Oui, je me suis dit là, parce que je compare les visas de visiteurs que j'avais déposés récemment, puis la vitesse, et je compare les autorisations là, que je viens de faire, puis qui ne sont pas encore terminées. Puis je crois que c'est ça que je suggérais à mes clients ou aux gens qui me posent des questions ou pendant les webinaires avec les Ukrainiens que je donne avec Justice Pro Bono, je vais suggérer la façon à faire comme ça. Si la personne a de la famille au Canada, au Québec, moi, je vais suggérer plutôt le processus de visa de visiteur. Parce que je remarque de plus en plus l'ouverture d'esprit pour donner ce genre de visa en temps de guerre. Au début de la guerre, il y avait quelqu'un qui m'a montré un refus. C'était le 25 février. Depuis le 25 février, je ne vois plus de refus pour les visas de visiteurs appuyés par les lettres d'invitation de la famille. On va se rendre, oui, à la question de statut de réfugié. On va parler un petit peu plus tard, juste pour ne pas oublier votre question. Alors, pourquoi je pense que c'est mieux, moins de renseignements nécessaires, mais il faut que la famille qui est en Ukraine ou en Europe, en Pologne, n'importe où, il faut qu'ils puissent imprimer les formulaires pour les signer. Il y a un formulaire sur les membres de la famille qu'il faut qu'il soit signé. Puis le formulaire d'autorisation est représenté soit par un organisme de bienfaisance ou par un membre de famille ou par un avocat. Il y a un formulaire à signer à cet effet aussi. Donc, si la personne a un membre de la famille, puis c'est possible de faire signer, imprimer les documents, c'est beaucoup plus vite d'aller avec un visa de visiteur simple. Ça va donner exactement le même but, là. La personne va être couverte, elle va arriver à l'aéroport avec un permis ouvert. Ah, et ça, c'est confirmé déjà. Non seulement l'immigration nous a informés, il va dorénavant donner les permis ouverts à l'arrivée des Ukrainiens qui arrivent avec des visas émis. Ça fait très longtemps, ça fait un mois, ça fait un an. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui vient d'arriver à Toronto. Il m'a dit que l'immigration a rassemblé tous les Ukrainiens de tous les voyages européens et tout le monde recevait en même temps qu'ils entraient au pays des permis ouverts. Ce n'est pas encore des gens qui ont appliqué avec le processus à VQ. Ce n'est pas du tout ce genre de monde. Il n'y a pas encore du monde qui est venu avec la VQ. Ce sont des visiteurs, des vrais visiteurs. Mais le mécanisme de protection est égal pour les gens qui viennent avec un visa de visiteur depuis le 17 mars et pour les gens qui vont venir par la suite avec la VQ. Il me semble donc qu'on peut déjà parler des services puis de besoins parce qu'il y a déjà du monde qui est rentré, du monde qui attend, qui me pose des questions pour la carte maladie. À chaque 5 minutes, j'ai des appels. C'est quoi l'histoire de la carte d'assurance maladie? Donc, c'est déjà parti. Les gens déjà ont commencé à venir. Mais à Montréal, je n'ai pas encore connaissance. Est-ce que l'immigration donne ou donne pas les permis de travail? Je ne sais pas pour l'instant. Je sais que les gens qui sont venus vendredi dernier n'ont pas reçu de permis de travail ouvert. Qu'est-ce qu'on suggère à ces gens-là qui viennent et qui n'ont pas de permis de travail? 18 ans et plus, c'est gratuit, c'est très facile à faire. Les organismes comme vous, leur famille, n'importe qui, là, suggérer tout de suite là, de déposer une demande de permis ouvert. Les instructions se trouvent sur le site web d'IRCC.
C'est très facile, c'est un formulaire. Puis dans le titre d'emploi, on met Ukraine 2022 et dans la description des tâches, on met Ukraine 2022. Et voilà, le permis sera livré, c'est traité super vite, tout ce qui concerne les demandes faites par les Ukrainiens à l'intérieur du Canada est traité de façon prioritaire, puis ce n'est pas juste des mots là, je le vois. C'est vraiment traité de façon prioritaire. Quelques jours, boum, 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 tous les dossiers bougent, les résidences, les motifs humanitaires, les travailleurs qualifiés du Québec qui attendaient 2 ans avec le fédéral, 2 ans et demi, finalement, ils viennent de devenir résidents permanents. Vraiment, là, c'est la priorité actuellement et ça fonctionne très bien. Je pense que l'enjeu est vraiment de faire venir ces gens-là, puis après, c'est super bien organisé de leur côté. On va prendre des questions? Oui, donc il y en avait quelques-unes. Notamment, si l'établissement où la personne a travaillé ou étudié n'existe plus, est-ce qu'il y a une nuance? On n'a pas besoin de prouver, on n'a pas besoin de diplôme. On a juste besoin d'écrire. Donc, même l'établissement qui existait avant, on l'écrit, le nom. Puis pour les gens qui ne se souviennent du tout, là, l'adresse, puis vous ne pouvez pas le trouver, je pense qu'on peut juste marquer adresse inconnue, adresse oubliée et marquer la ville. La ville, normalement, les gens se souviennent à quelle ville ils étaient, à quelle ville dans l'université. Donc, vous allez marquer la ville, le pays, le titre ou le domaine d'études, puis pour l'adresse, je vais commencer à mettre ça, inconnu, ça prend une éternité de fouiller ces renseignements-là. Il y a une question à savoir si vous conseillez donc de demander un visa de visiteur plutôt que la VQ. Je le suggère pour ceux et celles qui ont de la famille au Canada et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que le visa de visiteur normal, il y a un degré de preuve, il y a une exigence de prouver que la personne va quitter le Canada après la durée de son séjour. Moi, j'hésite à dire à tout le monde, faites des démarches de visa de visiteur parce que s'il n'y a personne ici, c'est évident que il n'y a pas d'appui. La personne peut aller chercher comme normalement là, le statut d'asile ou ça peut être refusé. C'est ça la problématique avec un visa de visiteur normal. Il y a toujours une possibilité de refus. Avec le temps, je pourrais vous éclairer plus. Là, je vais voir les feedbacks des gens qui ont appliqué un visa de visiteur sans membre de famille d'ici 1 semaine ou 2 semaines. Je vais voir peut-être il y a plus d'acceptation, il y a plus de refus. Mais au début de la guerre, j'ai vu des refus. Puis pour les gens qui avaient beaucoup d'argent dans le compte, qui avaient des amis au Québec, de la propriété, un bon travail, un historique d'emploi, des dossiers parfaits. Mais la guerre a commencé, puis l'ambassade du Canada à Londres a dit non, on vous permet pas de visiter le Canada. Donc, on va faire attention au début. Quand on voit que l'immigration donne à tout le monde les visas de visiteurs simples et non la VQ, là, on va peut-être changer, mais je me demande si on commence avec ça là, l'IRCC va peut-être demander les gens de procéder avec le VQ parce que le VQ exige les vérifications sécuritaires. Le visa de visiteur, c'est pas vérifié, le sécuritaire. Il y a moins de questions, moins de vérifications. Il y a toujours la question de biométrie dans les deux. Mais je me demande, est-ce que l'Immigration Canada va tolérer à ce qu'on demande tout à coup juste le visa de visiteur et par le VQ? Peut-être pas. Donc, si mon conseil personnel, s'il y a des membres de la famille ici, procéder avec un visa de visiteur. Mettre aussi dans le but de voyage, il nous demande de mettre, si vous faites un visa de visiteur Ukraine 2022, et donner un petit peu des lettres, état bancaire, preuve de propriété pour les gens qui sont ici. Hein, et normalement, ils ont
des REER ou des comptes bancaires ou les gens qui ont une propriété, on va mettre le scan de propriété. C'est une heure de travail de demander, chercher les documents. Pourquoi pas? Et il y avait un moment intéressant. J'ai vu dans la VQ, j'ai vu une exigence qui n'existe pas pour la demande des visiteurs. C'est marqué, si vous avez un membre de famille ou un ami au Canada, on vous demande de produire une lettre qui va spécifier quel montant d'argent cette personne s'engage à vous offrir. Je n'ai jamais vu ça comme exigence pour d'autres programmes. Puis je crois que si la personne ici s'engage à offrir ce montant d'argent, je pense que ça entame une responsabilité civile effectivement de donner cet argent. Puis j'imagine avec le bien-être social, il va aussi regarder là si la personne s'est engagée. Donc, il va demander d'abord dépenser l'argent que la famille vous a accordé avec cette lettre-là, puis ensuite, on va évaluer votre éligibilité. C'est fait. Donc, faites attention, là, je me demande si les gens vont mettre « Oh, j'ai 100 000 $ à la banque, je vais offrir 100 000 $. Ça peut être dangereux au niveau juridique. Moi, j'hésite à suggérer à mes clients de mettre des gros montants d'argent dans ces lettres-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Et ce qui est très confus là, c'est là, cette lettre-là est demandée dans les documents optionnels. Immigration nous dit on va être flexible, c'est optionnel, mais dans les optionnels, il y a plein de choses. Puis la question se pose, si on ne donne rien d'optionnel, est-ce qu'on va réussir la VQ ou pas? On ne sait pas. On attend, on va voir. Pour l'instant, tous les avocats du Congrès canadien à Montréal, à Toronto, j'ai écouté leur webinaire aussi, on suggère quand même de donner le plus de documents possible. Pour ceux et celles pour qui c'est impossible, donc les gens, par exemple, une personne qui est dans un camp à Pologne, qui n'a pas de membre d'amis ou de famille au Canada, ce n'est pas possible. Elle n'a pas d'argent, elle est sortie, sa maison est détruite, il n'y a rien là. On suggère aux organismes, aux personnes qui remplissent les démarches pour eux, de mettre une déclaration à cet effet. J'avais ma propriété, mais je ne l'ai plus, c'est détruit, j'avais des comptes en banque, je n'ai pas accès, je connais personne au Canada. Alors, il reste à voir, est-ce que la VQ sera acceptée ou pas? Je ne peux pas vous dire, on va voir avec le temps. J'espère, là, parce qu'on a créé le nouveau programme justement pour ce monde-là, là, le monde qui a besoin d'une maison, de rester quelque part autre que le camp. Donc, j'espère vraiment, là, de bonne foi de l'immigration fédérale qui va accorder les autorisations pour ce monde-là sans aucune preuve financière pour eux, sans aucune preuve financière pour les Canadiens, mais ça reste à vérifier, ça reste à voir avec le temps. On va savoir les réponses à ces questions. J'ai une question qui est à peu près 2 fois la même question, mais une personne qui n'a pas coché permis de travail au moment de faire la demande de la VQ, pourra-t-elle demander un permis de travail à l'arrivée? Et même chose, si quelqu'un prend un visa visiteur, si elle pourra faire un permis de travail ou d'études? Absolument. Absolument, je suggère à tout le monde qui rentre, s'il vous plaît, demander un permis de travail. Puis je vous donne comme exemple les gens qui viennent avec des visas, des visiteurs. Donc, la personne qui m'a dit ça, c'était lundi, ce lundi, il y a juste 2 jours. Il avait un visa de visiteur assez récent, ce n'est pas le VQ, visa de visiteur. Il n'a jamais demandé un permis de travail. Il arrive, puis l'immigration lui donne un permis de travail sans qu'il le demande. Ce que je dis à mes clients, si tu arrives puis personne te donne un permis ouvert, demande-le. Dis, je suis ukrainien, est-ce que je peux, s'il vous plaît, obtenir un permis? Ça doit être accordé. Si jamais les gens n'ont pas de permis de travail, c'est super facile à le faire en ligne à partir du Canada. Vraiment, vraiment facile.
c'est pas un problème. Et oui, la réponse est oui pour toutes les catégories. Donc, même, j'ai plusieurs personnes qui sont ici depuis longtemps, là, depuis 1 an, depuis 6 mois. Moi, je compte à demander le permis ouvert pour toutes ces personnes qui sont déjà ici avec le statut de visiteur, transférer pour le permis de travail. Certains vont aller travailler, d'autres vont utiliser le permis de travail comme un document de longue durée. Parce que lorsque je demande de prolonger le séjour, ils me donnent 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Ils ne donnent pas beaucoup de temps. Si on demande un permis ouvert, ça peut être offert pour la durée de 3 ans. Donc, pourquoi pas? Puis c'est gratuit. Et on espère que ça va donner l'accès à la RAMQ aussi. Donc, c'est vraiment la première question à vérifier quand les gens viennent vous voir. Est-ce que vous avez votre permis de travail ouvert? Sinon, déposez le permis ouvert, la demande en ligne. On ne peut pas le faire par la poste, c'est vraiment en ligne. Donc, c'est ça, je voulais juste renchérir ce que dit Natalia, c'est effectivement, si c'est possible, absolument, ça prend un permis de travail parce que ça va être la clé pour l'accès à tous les services, que ce soit, bon, ils prévoient, dans les gens qui n'ont pas de permis de travail, ils sont en train de trouver des voies de contournement pour avoir, par exemple, sans permis de travail, les gens ne sont pas admissibles au PASSI. Donc, ça prend le permis de travail pour être admissible aux normes du PASSI. Donc, quand je dis ça à mes clients dont les mères et les pères ont 70 ans ou plus, même si tu as 95 ans. Avec toi, pourquoi tu me dis d'aller chercher un permis de travail? C'est pas possible, ma mère ne peut pas travailler. Non, ça ne veut pas dire que tu dois travailler là, mais c'est juste, ça te permet pendant 3 ans d'avoir la paix et accès aux services et puis garderie, à tout là. Je pense à combien a besoin d'immigration fédérale aussi. Ils vont avoir de moins en moins d'extensions de statut de visiteur à chaque 6 mois de toutes les personnes. Ils vont simplement donner le permis ouvert de longue durée, puis il ne va pas être bombardé là, par les gens qui demandent tout le temps de renouveler leur statut. Alors, il y a quelques demandes par rapport à quel document remplir pour les permis de travail ou le permis d'études. Donc, au lieu de chercher le formulaire sur le site web, ce qu'il faut faire, c'est créer un compte d'IRCC pour chaque demandeur. Donc, disons, une personne se rend chez vous, vous êtes avec elle, puis vous lui aidez de chercher là, ce permis de travail, vous créez un compte. Puis, en créant le compte, il y a une série de questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, vous allez répondre. Je veux travailler au Canada plus que 6 mois. Là, vous allez faire un questionnaire, puis le système va générer une demande pour vous. Lorsque le système génère, vous avez plusieurs chapitres avec des fenêtres, puis il va y avoir une fenêtre avec le document à remplir. Vous appuyez la fenêtre, vous sauvegardez dans Adobe professionnel ou standard. Vous le sauvegardez, puis vous remplissez le formulaire qui va être affiché pour vous. Vous n'avez pas à le chercher. Il change parfois, la version peut changer. Donc, n'utilisez pas les formulaires juste comme ça, là, parce que quelqu'un d'autre l'a rempli. Par contre, je peux vous donner le numéro de formulaire en regardant le site web. Je vais vous le donner peut-être à la fin de la formation. Mais il ne faut pas procéder de cette façon-là parce qu'on ne voit pas d'enveloppe avec des demandes. On travaille vraiment en ligne avec cette démarche. Oui, j'avais une question. Pour spécifier exactement, il va demander la citoyenneté. Chaque demande de permis ouvert demande quelle est votre citoyenneté. Vous marquez Ukraine. Et la seule instruction qui diffère de toutes les autres demandes de permis de travail ouvert pour les Ukrainiens, c'est de marquer Ukraine 2022 partout. La description des tâches, le poste demandé, on met Ukraine 2022. Oh, je n'ai pas vu le chat. J'avais une question par rapport aux restrictions pour les permis de travail ouverts, à savoir si une personne de 87 ans pourrait faire une demande de permis de travail ouvert. Il n'y a pas de restriction, non. Voilà.
On a Michel qui a la main levée. On va vous laisser la parole, Michel. Oui. Allez-y. Votre micro est sur mute, Michel. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'on ne va pas demander de faire l'examen médical pour la demande de permis de travail aussi pour les Ukrainiens? Ah, j'allais en parler. Super, super important. Avec le nouveau programme, tous les demandeurs qui appliquent avec la VQ sont donnés une explication. Lorsque je remplis même la question, c'est indiqué tout de suite là. Une fois rendu au Canada, vous devez passer un examen médical dans le délai de 90 jours. C'est très important, les gens doivent passer cet examen médical. Et pour ceux et celles pour qui vous allez remplir les demandes de permis ouvert au Canada, ils devront passer l'examen médical aussi. Donc, quand vous allez déposer votre demande, l'immigration va l'approuver, puis elle va vous envoyer les instructions. C'est un formulaire standard pour amener chez le médecin pour faire l'examen médical. J'essaie de voir si les gens peuvent le faire en avance. Je vais voir parce que dans certaines démarches d'immigration, on peut faire l'examen médical au préalable. Mais d'habitude, les médecins ne veulent pas. Ils disent non, non, je veux un formulaire. Reviens me voir, appelle-moi quand tu as la requête pour faire ton examen médical. Donc, oui, effectivement, chaque Ukrainien va devoir à faire l'examen médical. J'imagine que ça ne va pas être juste les 18 ans et plus. Je pense que ça va être toute la famille parce que normalement, quand j'ai fait des démarches ici au Canada, n'importe quoi l'âge de la personne, l'immigration convoque à faire l'examen médical. C'est lié, je pense, aux tuberculose. Donc, ils veulent vraiment s'assurer que la personne ne peut pas transférer la tuberculose aux Canadiens. Donc, c'est important à ce qu'ils se présentent. Et je ne pense pas que c'est gratuit. C'est assez cher, c'est 250 $ chaque personne pour faire le médical. On a une demande de Victoria qui a la main levée, en fait. Oui, bonjour. Je voulais juste confirmer, vous avez dit que lorsqu'on remplit le formulaire de demande de permis ouvert, on doit partout marquer Ukraine 2022? Genre à toutes les questions. Il y a 2 cases où il faut le marquer, puis vous allez le voir sur les instructions. Parce que quand vous vous rendez au site web, tout de suite, on voit les mesures pour les Ukrainiens affectés par l'invasion russe. Vous choisissez « Je suis à l'intérieur du Canada » et vous allez voir les explications où mettre Ukraine 2022. Il marque, oui, c'est indiqué. Donc, il y a 2 endroits, c'est pas partout, il y a 2 endroits où on l'indique dans la description des tâches et dans le poste. Avec le task, il change d'autres choses, s'il ajoute, change là. À chaque fois, je présente une nouvelle demande, je vérifie les instructions parce que ça change tout le temps. Puis, ma deuxième question concernant l'examen médical, est-ce que ça veut dire qu'en fonction de l'état de santé d'une personne, on peut lui refuser quoi? Le permis de travail ou le séjour temporaire? Qu'est-ce qui peut être refusé? Non, ce qui arrive normalement avec l'examen médical, la personne va être convoquée pour un deuxième examen additionnel. Si le rayon X, par exemple, il trouve qu'il y a quelque chose dans in the lungs, dans les poumons, ça s'arrive très souvent avec les Ukrainiens parce que, oui, il y avait beaucoup de cas de tuberculose dans l'Union soviétique. Donc, il y a souvent des traces. Puis, ils demandent les gens à repasser l'examen médical. Et ce qui arrive, après que la personne est confirmée qu'elle n'a pas de tuberculose active, moi, je n'ai jamais vu de tuberculose active avec les gens d'Ukraine, mais si jamais ça arrive, je ne sais même pas c'est quoi la procédure, je pense que c'est contagion. Donc, il va y avoir peut-être certaines choses à faire au niveau de santé publique. La personne doit écouter toutes les instructions qui lui seront émises.
Le permis, je ne peux pas vous dire s'il va donner avec tuberculose active, peut-être pas. Hein? On ne veut pas que la personne contagie la société. J'imagine qu'il va attendre à ce que la personne soit guérie. Mais d'habitude, les traces d'ancienne tuberculose, ça s'appelle tuberculose inactive, sont vues, confirmées, puis la personne est mise dans une base de données de santé publique du Québec. Puis il y a parfois des suivis que la santé publique fait avec ces gens-là. Donc, ce n'est pas rien refusé pour le tuberculose inactive, c'est jamais refusé. Puis vous pouvez rassurer les gens qui sont demandés à aller faire un deuxième rayon X parce qu'ils ont vu quelque chose dans les poumons. Ça ne doit pas être quelque chose à s'inquiéter. Ça arrive très, très souvent. Donc, il va simplement refaire un autre examen, un autre rayon X. Il va être mis dans la base de données. Parfois, ils prennent d'autres examens de tests de saline. Ils prennent d'autres tests. C'est le médecin qui va décider quels sont les tests additionnels à faire. Et c'est ça, le permis va être ouvert comme normal. Mais la personne doit rester en contact avec santé publique s'il y a des appels qui sont faits, des instructions, des demandes de se présenter dans un autre hôpital pour des vérifications additionnelles, mais ça ne sera pas refusé. Le permis va être accordé parce que la personne n'est pas contagieuse. Parfait. Donc, vous n'avez pas vu dans votre pratique quelqu'un qui s'est fait renvoyer parce qu'ils n'ont pas passé l'examen médical? Je n'ai pas vu des gens renvoyés. J'ai vu du monde qui n'a pas été permis de rentrer parce qu'ils avaient une maladie très grave qui coûterait trop pour le système de santé du Québec. Ça, j'en ai vu des cas comme ça. Mais est-ce que ça peut être aussi appliqué maintenant avec le nouveau programme ou c'est vraiment juste pour la tuberculose ou c'est pas clair? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va faire déporter les gens dans une zone de guerre? Je ne pense pas. OK. Oui, mais ce qui est important, c'est les gens qui ont une maladie grave, qui coûte tellement à notre système public de santé, ils seront inadmissibles, c'est le terme juridique qu'on utilise, inadmissibles pour les problèmes de santé. Donc, ils ne peuvent pas avoir la résidence permanente plus tard. Okay. Je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il sera permis de rester temporairement, peut-être de travailler ou de rester, mais ça va être très difficile de les garder ici comme résidents permanents plus tard, à moins qu'une dispense est accordée, motif humanitaire soit accordé. Il y a des possibilités, parfois. Je voulais quand même, c'est passionnant, en fait. J'espère que Natalia, ça va, tu tiens le coup, tu es bombardé. Là, il est 18h passé même, on voulait arrêter à 18h. Est-ce que je propose qu'on continue peut-être encore 15 minutes? De toute façon, on va refaire d'autres rencontres on va avoir plus d'expérience et plus de cas concrets. Donc, je propose qu'on finisse à 18h20 et qu'on continue encore les questions. Peut-être pour la biométrie, tu voulais dire quelques mots, oui, Natalia? pour la biométrie. OK, donc chaque personne, 14 ans et plus, jusqu'à l'âge de 79, doit passer la biométrie, à moins qu'il a déjà fait les données biométriques dans une démarche antérieure. Donc, même les gens qui étaient refusés avant, mais qui ont donné les données biométriques, ils n'ont pas besoin d'aller faire la biométrie encore une fois, c'est valide. Mais tout le reste doit aller faire la biométrie. Donc, pour revenir à la question, si l'homme reste en Ukraine, puis la femme avec les enfants ou la femme seule est sortie, moi, je ne suggère pas de mettre le mari dans le dossier, juste déclarer « oui, je suis mariée ». Puis moi, j'ai peur que toute la famille sera convoquée pour la biométrie, mais encore une fois, c'est trop tôt à savoir. Je n'ai pas encore vu de requête de biométrie là, dans des cas comme ça. D'ici 2-3 jours, je vais connaître la réponse exacte. Mais c'est ça, la biométrie, c'est l'enfer. Il y a
nulle part en Ukraine où on peut la passer, donc il faut sortir d'Ukraine. Imprimer la lettre de biométrie, ça c'est un enjeu aussi. Les gens courent partout là dans la ville qu'ils ne connaissent pas et demandent est-ce qu'on peut imprimer quelque chose ici, est-ce qu'on peut imprimer, il faut imprimer la feuille de biométrie et prendre rendez-vous. Les rendez-vous en Pologne s'échelonnent là maintenant jusqu'au mois de mai, il n'y a plus d'espace là pour la biométrie. La plupart des Ukrainiens se trouvent en Pologne. Et jusqu'à lundi, beaucoup de personnes se sont présentées dans une queue là sans inscrire, juste dans une ligne là, puis c'était des centaines et centaines, puis le bureau de prise de biométrie a dit on ne veut plus ça là, on ne peut pas gérer ce genre de monde, on va fermer la ligne vivante, on va juste travailler avec les inscriptions. Moi, je pense que ça doit être partagé avec l'Immigration Canada. Elle doit faire quelque chose en Pologne. Ça ne fonctionne pas, la biométrie en Pologne actuellement. Y a-t-il d'autres choses pour la biométrie? À Budapest, ça fonctionne très bien. En Moldavie, ça fonctionne très bien, la prise de données biométriques. Et pour le reste, c'est là, la plupart des gens, soit ils réussissent à le faire en ligne vivante ou s'inscrire, mais à Budapest, c'était très facile la semaine dernière. Parfois, les gens qui se trouvent dans un pays vont aller 2 heures par bus pour aller prendre la biométrie dans un autre pays parce qu'il n'y a pas d'inscription préalable, il n'y a pas trop de monde. Ils vont aller se présenter avec la feuille imprimée puis passer la biométrie là-bas. C'est quoi aussi, j'imagine, il y aura d'autres questions pour la biométrie? Il y avait une question par rapport à savoir si les signatures électroniques pouvaient être acceptées. OK. Avec la VQ, il n'y a pas de signature, à moins qu'il y ait un représentant. Pour le représentant, c'est le représentant qui signe et c'est la personne là-bas qui signe. J'espère qu'ils vont accepter parce que l'immigration a promis d'être flexible. Donc, essayez. Si c'est difficile de faire signer à l'encre, essayez. Ils ont promis qu'on va être flexible, donc on espère qu'ils vont être flexibles. Normalement, sur les autres procédures d'immigration, je ne le fais jamais, les signatures électroniques, parce qu'il y a certains programmes qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Normalement, je signe à l'encre tout, mais je pense que cette fois-ci, ils vont montrer la bonne foi, ils vont accepter la signature électronique. Donc, ça, c'est l'avantage de la VQ, beaucoup plus de travail, mais il n'y a pas de feuille à imprimer si la personne fait tout elle-même. Elle prend des photos de ses documents, de son passeport, certificat de naissance pour l'enfant avec le téléphone, puis c'est fait. Avec le visa de visiteur, il faut imprimer, il faut signer. Et Michel, on va y aller avec la question en premier. OK, maintenant c'est bon. Alors, et ma question est la suivante, c'est que pour la couverture RAMQ, déjà dans la réalité, c'est déjà difficile au Québec. J'ai remarqué pour les gens qui sont ici. Qu'en est-il lorsque une personne arrive dans notre province au Québec? Par exemple, une personne venant de la Pologne ou de la France et entrée à Toronto et arrive au Québec. Est-ce que cette personne-là aura une couverture fédérale ou c'est la RAMQ qui va décerner ça? Ou s'il y a un délai, le délai, c'est combien de jours? Je vais répondre juste au niveau d'immigration. Donc, il n'y a pas de soins fédéraux pour les Ukrainiens. Ça existe pour les réfugiés, pour ceux et celles qui demandent l'asile au Canada. Au moment où on se parle, on dit aux gens de ne pas demander le statut de réfugié parce que ça serait contre l'Ukraine. Puis, ce n'est pas contre l'Ukraine qu'on demande, hein. Donc, aussi, le risque est pour tout le pays, pour toute la population d'Ukraine en totalité.
Puis, ce n'est pas la nature juridique de la demande d'asile de dire « Ah, donnez-moi, accordez-moi le statut d'asile. Toutes les Ukrainiens sont en danger. » Ce n'est pas une personne protégée, ce n'est pas un demandeur d'asile qui sera accepté. Donc, on décourage le plus possible des demandes de réfugiés. Pour l'instant, l'OTAN va dire pour le futur, mais pour l'instant, on le décourage. Puis l'immigration nous dit utilisez les programmes qui existent déjà, accumulez votre expérience, apprenez le français et déposez les démarches pour rester au Canada par la suite. Je pense que c'est fait effectivement pour décourager les demandes d'asile qui vont être rejetées par la suite et les gens vont être déçus. Pour l'instant, ce sont des personnes déplacées, ce ne sont pas des réfugiés. Et je ne sais pas pour la couverture RAMQ, Stéphane, Oui, non, effectivement, il n'y a pas de souci là. Il n'y a pas de délai de carence. Si quelqu'un arrive à Pearson, puis continue à Toronto ou reste une semaine à Toronto, puis vient une semaine après à Montréal, avec la VQ, et le permis ouvert, il va avoir accès à tous les services là, immédiatement à partir du premier jour. Ça va prendre la preuve d'adresse, j'imagine, et le permis ouvert. Oui, c'est ça. Il faut qu'il ait l'intention de résider au Québec. Là aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de flexibilité, là, Natalia, comme IRCC. Mais du fait qu'ils ne sont pas réfugiés, là, comme vient de l'expliquer Natalia, donc ils n'ont pas accès aux couvertures, aux services qui sont soit les demandeurs d'asile ou des réfugiés réinstallés, donc ils n'ont pas accès au PFSI, ils n'ont pas accès à des couvertures du fédéral. Ouais. Une petite note pour les permis de travail. Je remarque que le province s'est inscrit sur le permis de travail. Puis les gens qui viennent à l'aéroport à Toronto Pearson, c'est marqué emplacement de travail Ontario. Les gens qui vont venir ici au Québec, ça sera marqué, j'imagine, Québec. Mais un permis ouvert, en règle générale, c'est un permis qui permet à travailler n'importe où au Canada. Moi, je pense que je ne vais pas limiter à mes clients là, aux provinces spécifiques. Ce n'est pas normal de limiter ça. Hein. C'est un document ouvert pour tous les employeurs. Mais si la RAMQ refuse de couvrir les gens dont les permis ouverts marquent Ontario, là, on sera obligé de faire un changement de permis de travail ouvert, puis marquer « Je compte travailler au Québec » pour avoir un nouveau permis qui va dire « Québec » comme emplacement de travailleur. On a une question par rapport à savoir si les gens peuvent aller dans d'autres pays de l'Union européenne une fois qu'ils sont arrivés en Pologne et quelles sont les ambassades canadiennes à proximité. Et puis ensuite, Mariana qui a la main levée, on ira à votre question. OK. Est-ce que vous voulez savoir en Pologne quelles sont les ambassades? C'est à Varsovie. Mais les ambassades refusent de faire quoi que ce soit. Ils donnent un feu. Moi, j'ai un couple québécois qui s'est marié avec une Ukrainienne. Puis, il m'a dit, on s'est présenté à l'ambassade à Varsovie. Ils donnent comme une petite explication. Allez sur notre site web, faites votre démarche. Donc, ils donnent juste le renseignement général et la même difficulté d'avoir des services pour lui en tant que Canadien. Il dit, c'est toujours un système de messagerie. Il a besoin de médicaments, il a des besoins particuliers. Puis, il dit, c'est très difficile de joindre une personne vivante de l'ambassade du Canada en Pologne. Très difficile. Mariana, à vous la parole. Oui, merci. Moi, en fait, j'ai 3 questions. Donc, la première, normalement, toutes les personnes qui fuient l'Ukraine, normalement, ils doivent avoir un statut de réfugié dans le pays où ils entrent. Disons, si la personne est réfugiée en Pologne, il doit avoir un statut de réfugié en Pologne, c'est ça? Vous savez, Mariana, je vais vous dire ma compréhension personnelle parce que je ne suis pas juriste pour la Pologne et pour l'Hongrie.
mais je regarde, par exemple, les documents qui sont émis, puis je vois que c'est des documents temporaires. Donc, l'Europe, d'après ce que je comprends, là, j'ai vu certains documents déjà, c'est pas des demandeurs d'asile. Ok, Ils d'accord. n'ouvrent pas les demandes d'asile en vertu de la Convention des États-Unis. Ce n'est pas du tout cette démarche-là. Ils donnent la protection temporaire, le statut temporaire. À peu près la même chose que le Canada s'offre. Donc, dans le système, il y a des questions. Vous êtes en Pologne, marquez quel est votre statut. Je mets autre et je mets personne déplacée, une personne déplacée de l'Ukraine. Si vous arrivez à traduire du polonais en anglais ou en français, là, le statut qui est marqué sur le papier, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est ça que je fais. Personne déplacée, comme ça, ils savent, là, c'est pas un travailleur, c'est pas un touriste, c'est quelqu'un qui a reçu la protection temporaire en Europe pour une personne déplacée d'Ukraine. Okay, les 27 pays de l'Union européenne se sont entendus pour la première fois, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale, enfin, depuis la création de l'Union européenne, les 27 pays, dont la Pologne aussi, de créer un statut temporaire de protection, un nouveau statut qui n'existait pas auparavant, que tous les pays, c'est le même statut dans tous les pays européens, donc ce qui leur permet de circuler, d'avoir accès à des services, et tous les pays européens sont entendus là, sur ce statut de protection temporaire. C'est pour ça que je ne marque pas… Oui, c'est exactement… Pour 3 ans. Là. Ça pas ressemble un peu. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je crois que ça va me répondre à la deuxième question que j'avais. Je crois que j'ai vu quelque part, quelqu'un d'entre vous a écrit aussi, est-ce que les personnes, donc s'ils sont considérés des réfugiés, si on peut les parrainer au Canada comme un groupe de 5 ou des organismes? Donc, je comprends que non, parce que c'est temporaire. Ok. Et une autre question que je vois presque toujours, est-ce qu'on peut avoir l'assistance de transport au Canada parce que les billets coûtent cher? Merci. Je n'ai pas la réponse à ça. Merci, merci. Il y a beaucoup de demandes. Le Congrès ukrainien pousse, il adresse cette question tout le temps au gouvernement fédéral d'acheter un certain nombre de billets d'avion. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a une réponse à cette question. On essaie, on fait du lobbying. Ouais. Il y a des politiciens qui proposent de faire des vols de l'Élysée, mais je pense que les fonctionnaires… Une des raisons, c'est que même les réfugiés pris en charge par l'État, hein, qui sont sélectionnés dans les camps de réfugiés, ils payent leurs billets d'avion eux-mêmes, malheureusement. Mais donc, ce n'est pas une pratique au Canada de payer, sauf en cas d'évacuation, de payer l'avion, comme pour les Syriens, c'était payé. Mais habituellement, les réfugiés qui sont réinstallés, qui soient parrainés ou bien pris en charge par l'État, ils ont accès à un prêt de voyage, mais ils doivent payer de leur poche le transport. Ouais. Mais par rapport au programme de parrainage, je vois que l'immigration compte ouvrir un programme de parrainage spécifiquement pour les Ukrainiens déplacés. On va savoir les modalités lorsque le programme est ouvert. Je ne peux pas en parler actuellement, il n'y a pas de modalité prévue. On va prendre la dernière question et puis on va garder les autres pour la prochaine rencontre. Donc, oui, Marion, tu avais… Bonjour à tous. Oui, ma question, c'était pour être sûr que j'ai bien tout compris. Donc, en fait, le fédéral a dit, on ne fait pas en visiteur simple, on crée quelque chose, en fait. L'AUCUV, là, je suis désolée, je n'ai pas l'acronyme encore. Mais pour que les personnes aient un dossier déjà presque complet, elles arrivent à l'aéroport et là, elles demandent un permis ouvert. C'est ça. Ce n'est pas presque complet. Pour venir au Canada avec le nouveau programme, il faut suivre toutes les étapes, déposer en ligne sans frais, faire la biométrie, laisser le passeport en Europe au centre de visa. Pour quelques semaines, aller chercher notre passeport avec le visa, l'autocollant, et là, ils prennent l'avion
Ils viennent à l'aéroport, puis à l'aéroport, l'agent frontalier est supposé de mettre un permis de travail ouvert. Ok, d'accord. Oui. Le permis ouvert n'est jamais délivré avant de prendre l'avion par les ambassades, ils ne délivrent pas. C'est à l'arrivée qu'on reçoit. Et pour les enfants en bas de 18 ans, ils sont supposés de donner le permis d'études. On peut suggérer aussi, rappel à l'agent quand tu vois un agent, « Ah, j'ai un enfant, s'il vous plaît, donnez-lui un permis d'étudiant. » Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas requis pour aller à l'école, mais vous savez, c'est quoi l'atout d'avoir un permis d'études? On peut utiliser le permis d'études pour changer le statut par la suite, pour aller au collège, à l'université. On peut simplement faire une demande de prolongation de statut parce que normalement, pour les Ukrainiens, d'aller chercher un permis pour les études, il faut être en élite. Il faut être vraiment quelqu'un qui a voyagé partout dans le monde, dont les parents sont super riches. C'est presque impossible d'avoir un permis d'études pour un Ukrainien. Donc, je pense à l'aéroport, pour tout le monde qui est en bas de 18 ans, c'est prudent de demander, si ce n'est pas donné là de façon automatique, de demander un permis d'études. Sinon, si c'est oublié, si ce n'est pas donné, ce n'est pas émis, à l'intérieur, tout comme on va faire le permis ouvert, on va inclure un enfant dans les mêmes démarches, puis on va dire pour l'enfant, je demande un permis ouvert, même chose Ukraine 2022. Ok. Et juste, ça c'est peut-être plus Stéphane, je crois qu'il va pouvoir me répondre parce que tu as déjà parlé du PASSI. Comment on fait en fait quand notre mission nous bloque là, tu vois? Nous, on est vraiment financé par l'UNIFI, donc il faut un permis de travail. Est-ce qu'on peut quand même juste diffuser les informations qu'on a eues ce soir sur les pages des réseaux sociaux pour inciter justement à penser à ce permis ouvert? Pour qu'après, ils aient accès au PASSI. Tout ça, ce n'est pas encore attaché. Hein, donc, on devrait avoir des nouvelles là, les prochains jours exactement pour contourner cette règle des normes là, du PASSI. Je pense qu'il y a des propositions sur la table. Et c'est pour ça qu'on va faire une rencontre jeudi prochain à 13 h. Où on va discuter de tout ce qui est l'accès aux services et les conditions et les papiers et à quoi ils ont droit, tout ça. Parce qu'officiellement, ça commence le 1er avril, hein, tout ça. Pour l'instant, les Ukrainiens qui arrivent, ils arrivent sur une base individuelle avec des visas d'anciens visas de visiteurs. Et là, ils sont un peu dans le flou là, au niveau des services, mais en principe, ça a l'air d'aller. Mais c'est vraiment à partir du 1er avril que ça va débouler, là, où les premiers vont arriver là, avec leur AVQ, tout ça. Ouais. C'est ça, c'est qu'on puisse travailler ensemble, parce que c'est sûr qu'il y a sûrement des organismes qui ont plus des missions, on va dire, à vocation sociale, qui vont pouvoir aider comme à l'accès au début. Absolument, absolument. On travaille avec les avocats, avec le congrès ukrainien du Québec, avec la ville, avec le MIFI. Donc, on a des instances là où on discute tout ça et on essaie de tout attacher là. Donc, vous aurez des nouvelles là très, très bientôt. Là. Ouais. Super. Donc, oui, Natalia, tu as le mot de la fin. J'ai vu une bonne question dans le chat. C'était, est-ce que c'est juste les Ukrainiens qui peuvent utiliser cette mesure? La réponse est non. Les Ukrainiens et les membres de leur famille, donc les enfants, leur femme ou mari, leur conjointe de fait qui n'est pas ukrainienne, mais qui est mariée ou liée par le lien de sang comme un enfant, par exemple, à cette personne qui est ukrainienne. Puis j'en ai vu des cas. Souvent, c'est des mariages avec même les Russes c'est des conjoints de fait, par exemple, les étudiants internationaux. Donc, parfois, ça va être une fille ou un garçon qui est ukrainienne, puis leur conjoint de fait ou mari ou femme est un étudiant international avec un passeport de leur pays. Donc, ils peuvent l'inclure dans la même démarche et venir ensemble avec. Bon, merci beaucoup. Donc, on va arrêter là parce qu'il faut quand même qu'on soupe et qu'on dorme un peu avant demain. Alors, un gros merci à Natalia, c'était vraiment super là, tu nous as vraiment allumé, très de bonnes questions pour nous aussi qu'on va pouvoir relayer aussi.
Et, Merci beaucoup. donc, je remercie à tout le monde. On était quand même presque 120 personnes. Bon, il y a des besoins là, c'est clair. Et c'est sûr qu'on va faire ça régulièrement là pour mettre à jour. Et comme le mentionnait Natalia, ça évolue. C'est plein de choses aussi où on n'est pas sûr encore. Et IRCC aussi, là, c'est un work in progress. Donc, on a aussi une instance pan-canadienne où on s'échange au niveau des provinces, donc pour nous alimenter aussi entre nous. Donc, alors, merci beaucoup, une bonne soirée et merci à toi, Natalia. Au plaisir.